Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien, très content et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Les amis, j'ai l'honneur de vous présenter notre Chelgoumi à nous. Vous avez Chelgoumi, nous on a Rachel Kahn. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nakhaloz, qui ont été en première ligne du terrorisme, qui fait ce discours-là, ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Bah si, une vie égale une vie. Bah évidemment, C'est-à-dire, il y a. Non mais merci. Non mais il faut quand même dire les choses. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts, mais ils sont en Palestine. Et une vie égale en effet une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens les Israéliens ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère israélienne. Pas une seconde, vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Une désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne. Mais qui est la cause de cela? Et quand je disais que ma mère était sous les bombes à Berlin, si les caméras avaient été là, alors c'était les Américains qui auraient été Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui, du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être, par les voisins, éradiqué. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvées aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Amine. C'est pas de l'analyse. C'est une militante. Elle démarre avec son fameux « Je suis écœurée ». Donc elle joue la carte émotionnelle. Elle se met en scène et se plaint quand on lui coupe la parole. Donc c'est bien ce que je dis. Elle est venue pour faire un monologue. Pas un échange, juste un monologue qu'elle avait préparé de chez elle en plus. Elle était chez elle, elle a préparé un truc, elle dit voilà, je vais aller, je vais dire ça, ça et ça, je vais pleurer un peu. Elle a préparé, comme les acteurs préparent une scène, Rachel Kahn, elle a préparé cette scène avant de venir. Et quand on lui a coupé la parole, ça l'a irritée parce qu'elle n'a pas su arriver au bout de sa scène. Elle pleure pour les otages israéliens, cite les mères israéliennes traumatisées, mais pas un mot pour les mères palestiniennes qui enterrent les enfants chaque jour, si ce n'est pas chaque minute. Son humanisme est à géométrie variable. Elle ose dire que le discours de Macron, reconnaissant l'État palestinien, est à vomir. Quand Ben Gvir appelle à expulser les Palestiniens de Gaza, là, elle dit rien du tout. Là, c'est pas à vomir, là, c'est normal. Le summum arrive quand elle parle du drapeau de la haine, pour désigner le drapeau palestinien, comme je le disais. Mais enfin, c'est quoi le problème, Rachel? Je te comprends pas. Vous combattez le Hamas ou vous combattez les civils palestiniens? À un moment donné, il faut choisir. C'est soit vous combattez le Hamas, soit vous combattez tous les Palestiniens. Et le point de non-retour, là où je ne comprends pas comment un animateur, le gars là sur le plateau, le mec qui est sur le plateau là, qui anime les débats, comment il ne le reprend pas? Comment c'est quelqu'un d'autre qui doit faire le boulot à sa place? Quand il dit qu'il y a des vies plus douloureuses que d'autres, là c'est fini, le masque tombe. La traduction de ce qu'elle dit, c'est si tu es israélienne, marquée de la Shoah, donc ta vie vaut plus que celle, pas que d'un Palestinien. En l'occurrence, là, il parle de Palestiniens, mais moi, je vais aller plus loin. Pas que d'un Palestinien, que tout autre être humain sur Terre. Voilà comment, ce qu'elle pense.
Ces larmes, c'est des larmes de crocodile. Ces larmes ne sont pas des arguments. Elles servent juste à faire passer l'idée qu'un mort israélien compte plus qu'un mort palestinien. Les amis, Netanyahu hué à l'ONU. Alors que tous les représentants et la quasi-totalité des nations se retirent de la salle dès qu'il est monté sur la tribune. Il a été hué. Je vous laisse admirer. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Veuillez prendre place. Donc, quand tout le monde est sorti, le peu de lèche-huc qui sont restés, ils sont restés pour entendre un discours de Netanyahu. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Alors, moi, la question directe que je lui pose dans son vantardisme, dans son vantardisme macabre, ce que je lui demande, moi, c'est combien de civils massacrés pour afficher ce résultat? Dis-moi combien? Combien de résolutions de l'ONU piétinées? Combien? Combien d'hôpitaux, d'écoles, de convois humanitaires détruits? Combien? Et surtout, quel crime a commis un scientifique pour être ciblé par un missile? Construire un réacteur nucléaire? Publier des articles? Dans un état de droit, on juge, on n'assassine pas de chercheurs comme des terreaux. La réalité est que Sinwar a été tué en 2024. Mais la guerre n'a pas cessé pour autant. Les Houthis contrôlent toujours la majorité de la population yéménite et continuent leurs attaques. Nasrallah a bien été assassiné, ok, d'accord, mais il a été remplacé par un nouveau chef de la Hezbollah. Donc résultat, c'est mon opinion, c'est mon point de vue, résultat, ces assassinats sont des coups d'épée dans l'eau. Aucun changement stratégique réel, les conflits continuent. Tu es juste un assassin. Giorgia Meloni, les amis, Giorgia Meloni, elle me surprendra toujours, cette femme. Elle me surprendra toujours. Je ne suis pas de son bord, mais elle est quand même surprenante, il faut avouer. Giorgia Meloni, elle surprend tout le monde encore une fois. Pardon. Après avoir déclaré qu'elle soutiendrait la reconnaissance d'un État palestinien sous condition, libération des otages, désarmement du Hamas. Rappelez-vous. La voilà qui, à l'ONU, prend tout le monde à contre-pied. La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. Elle accuse Israël d'avoir franchi la ligne rouge de la proportionnalité. Elle dénonce un massacre de civils palestiniens. Et elle annonce que l'Italie soutiendra des sanctions européennes contre Tel Aviv. Comparé à Emmanuel Macron, qui reconnaît l'État palestinien tout en cherchant à l'encadrer sous des conditions proches d'une tutelle israélienne, le contraste est frappant. Meloni se montre plus directe, plus ferme et refuse un compromis qui ressemble
à un colonialisme déguisé. C'est ce que Macron fait. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il est peut-être temps que la France soit dirigée par une femme. On aura peut-être, quand je dis femme, pas forcément de droite, hein, parce que... de toute façon, elle passera pas puisqu'elle va être condamnée. Enfin bref, vous me suivez. Peut-être que la France aura... Ils auront peut-être une autre vision du monde. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, peut-être... Une écolo. Voilà. Ouais, une petite écolo. Ouais, pourquoi pas Marine Tondelier, tiens, par exemple. Annexion de la Cisjordanie. Rappelez-vous que Netanyahou, quand il a entendu la France reconnaître la Palestine, quand il a vu que la Grande-Bretagne, le Canada, l'Espagne, plein de pays ont reconnu la Palestine, Netanyahou a brandi la menace d'annexer la Cisjordanie. Et là, son papa, Trump, qui est son père, a dit non. Non. Parce que là, mon petit Netanyahou, tu vas marquer une ligne rouge. Je ne veux pas. Le président américain a prévenu jeudi qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie occupée. Elle est occupée. Elle est occupée. Ce que tu dois faire, tonton Trump, c'est pas de l'interdire d'annexer la Cisjordanie. C'est l'obliger à quitter la Cisjordanie. C'est ça que tu dois faire. Parce qu'en l'interdisant d'annexer la Cisjordanie, elle reste quand même occupée. Et voici une autre. Elle dit avoir soutenu Macron. Donc, elle a prouvé son programme politique, on est d'accord. Elle a approuvé sa politique économique, sociale et européenne. Donc elle était d'accord avec ça. Une minorité. Qui ne sont pas sur cette ligne-là, c'est une minorité. Je veux dire, moi j'étais plutôt pro-Macron. Là, quand je vois ce qu'il a fait, effectivement, ça m'éloigne beaucoup. Enfin, ça me paraît assez évident. Et que ce soit un rescapé de la Shoah qui dise qu'on a l'impression de revivre les heures sombres de l'histoire aujourd'hui, c'est pas n'importe qui le dit. C'est quelqu'un qui a connu malheureusement les camps de concentration. Mais elle bascule à cause d'un seul acte diplomatique. Donc cela signifie son soutien reposait sur une seule condition, ne jamais reconnaître la Palestine. si on comprend par là. Cela montre que pour elle, la question israélo-palestinienne prime sur tout le reste. C'est un positionnement très idéologique. Ça montre que la question, que le côté israélien, ça montre que son côté à elle israélienne prime sur le côté français. Si tu es capable de faire ça, j'ai plus besoin d'explications. Elle associe la reconnaissance de la Palestine à un désalignement moral ou politique, comme si c'était une trahison. Jean Messia dit que Ayana Kamura ne chante pas. Enfin, en français. Mais en sabir afro-français. Et que Dembélé, malgré son talent, ne fait pas rayonner la France. Puis, il attaque la vie privée de Dembélé en expliquant que sa femme contourne la loi avec son voile et son masque. Je m'étonne, si vous voulez, de cette manie qu'on a. Aya Nakamura fait rayonner la France. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner même pas la chanson française, parce qu'Aya Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas Aznavour, si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, dont je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral, mais elle contourne en fait la loi sur le voile intégral en mettant un masque chirurgical sur son visage. Ce qui lui permet, effectivement, en accompagnement du reste de son voile, de se masquer complètement. Bon, est-ce que Ousmane Dembélé est un Français d'identité française, et est-ce que la famille d'Ousmane Dembélé est l'archétype de la famille française, comme vous et moi, selon l'expression consacrée? La réponse est non. Pour lui, cette famille n'est pas représentative de la France d'identité française. C'est une hiérarchie
raciale implicite. Certains Français sont vrais, d'autres jamais assez français. Messia ne parle pas du foot là. Et là, c'est un remise de Ballon d'Or. Donc il faut parler du foot. Il ne parle pas du foot. Il juge les origines et la religion. Sa vie privée est instrumentalisée. Qu'est-ce que le voile de la femme de Dembélé a à voir avec les passes décisives de Dembélé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Ballon d'Or de Dembélé? Rien du tout. C'est juste un levier pour ramener le débat sur l'immigration et l'assimilation. Point, simple. S'il ne parle pas de voile de l'immigration et de l'assimilation, il n'y a plus de boulot. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. Vous connaissez la chanson, un commentaire, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. D'ici là, portez-vous bien les amis et paix sur vous.